Tu préfères un travail que tu adores mais mal payé, t'as compris la suite, ou un job que tu détestes mais avec un revenu énorme? Un travail que j'adore avec mal payé. Est-ce que tu crois que c'est plus facile de dire ça quand on gagne de l'argent ou pas? Oui. Tu préfères vivre... Mais non, parce que celle-là, elle est ratée, celle-là. Je m'en rappelle, je me suis fait retoquer la dernière fois. Mais je vais la refaire bien. Tu préfères vivre dans un monde sans douleur ou sans plaisir? C'était là. Et on m'a répondu, évidemment, je préfère vivre dans un monde sans douleur. C'est quoi cette question? Oui, merci. Merci voilà. de la question. Voilà. Tu regardes pas La Reine des Neiges tous les soirs? Non, pas tous les soirs. J'ai beaucoup d'amis qui sont d'anciens collègues, etc. Mais j'ai aussi des amis qui n'ont jamais travaillé chez Disney, qui travailleront jamais chez Disney. Voilà. C'est des amis quand même. Oui, quand même. C'est des bons amis en plus. C'est très étonnant. Pour être figurant sur la parade, après, il faut avoir quand même quelques talents. Par exemple, des talents artistiques, voilà. Et toi, non? Je suis pas un grand danseur. Je suis pas sûr que je serai le premier sélectionné pour la parade. Bon, en tout cas, je t'ai fait dire parade. Donc ça, c'est quand même le sympa. Salut Bruno. Bonjour Jérémy. Comment ça va? Très bien. Ouais. Et toi? Moi, je suis en pleine forme. Il fait beau. Ça se voit pas à l'intérieur du studio. Le printemps arrive. C'est ce que tu me faisais remarquer à chaque fois qu'on se voit. Il fait beau. Oui. Voilà, c'est un signe de la vie. Exactement. Un signe de la vie. Bon, bienvenue Bruno. On est super content de t'accueillir dans cette saison 2 de notre podcast No Bullshit. T'as accepté gentiment de te prêter au jeu. Cette année, c'est les mots interdits. Que je ne connais pas. Que tu ne connais pas, bien évidemment. J'espère ne pas les prononcer. J'ai délégué à Nina le fait de repérer les mots ou pas, parce que j'ai testé 1 ou 2 épisodes où c'est moi qui je devais faire attention aux mots. J'y arrive pas. Donc je sais pas me concentrer et sur la discussion. Je suis un homme. Je sais faire qu'une chose à la fois. Donc c'est Nina qui est pas très loin, qui nous criera mot interdit. Voilà, exactement comme ça. Je vais commencer par te présenter et on le fait. Alors c'est ce qu'on fait habituellement. On présente notre invité et puis après on ouvre la discussion. Moi je vais tout de suite le rapprocher de ta société. Bruno, ça fait 34 ans que tu y es. Ça a été mis juste avant dans le trailer. Donc les gens savent où tu travailles. Je suis pas en train de faire un faux suspense. Donc toi tu travailles à Disneyland Paris, si je dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises. Bon, ça c'est bon. C'était de l'information de base. Je suis content de pas me tromper. Alors en 2025, Disneyland Paris continue une transformation, on va dire, de grande envergure. Et tu veux me reprendre si je dis pas les bons mots, parce que je sais que le wording globalement est important quand on est dans une société qui est visible. Et je pense pas qu'il y ait de société beaucoup plus visible que Disneyland Paris. En tout cas, tu vois, dans l'émotion, dans plein de choses. Et ça, on va en parler. Projet ambitieux, doubler la superficie des Walt Disney Studios et qui vont être renommés Disney Adventure World. Tout à fait. Et qui vont intégrer, et ça, je pense que c'est pas, je le dis pas en avant-première, mais un espace dédié à la Reine des Neiges. Exactement. En 2026. On y travaille. Et ça, c'est incroyable. Je pense que tu vas faire chavirer le cœur et vous allez faire chavirer le cœur de nombreux de nos enfants et adultes. Tout à fait. C'est l'idée. Pour moi, c'est un truc d'enfant, mais en fait, quand je regarde un petit peu autour de moi, pas du tout. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus large que ça, la Reine des Neiges. Oui, les adultes ont appris les chansons aussi. Moi, je la connais. C'est pas malgré moi, mais je la connais. Donc ça va s'accompagner. C'est pour ça que je commence par là. Ça va s'accompagner de création de centaines de postes supplémentaires, autant de nouveaux collaborateurs à recruter, à intégrer, à former. Et c'est là que j'introduis le personnage Bruno. Toi, tu es directeur RH, formation et développement. Exactement. Tu as fait beaucoup de choses avant et tu vas nous en parler. Tu as commencé, tu étais dans la gendarmerie ou non, pas dans la gendarmerie. Tu as fait ton service militaire du coup et tu étais chasseur alpin. Exactement. Ok, donc ça c'est le tout démarrage. À Annecy. À Annecy, ta ville d'origine. Oui, enfin, je suis originaire de Haute-Savoie, effectivement. Tu es passé par des postes d'hôtellerie, de cast member, de terrain et c'est là que tu as rejoint Disneyland qui s'appelait Disneyland Paris à l'époque. Alors à l'époque, l'entreprise commercialement l'appelait Euro Disney. Mais assez vite, on est passé vers Disneyland Paris. Moi, je crois que j'ai appelé ça Euro Disney jusqu'en 2023, à peu près. Voilà, donc maintenant, depuis quelques années, quelques dizaines d'années, c'est Disneyland Paris. Ok. En hommage à Paris, qui est toute proche de nous, donc. Il y a combien il y a Disney, il y a Orlando. Alors on a plusieurs parcs, plusieurs destinations Disney à travers le monde. La première à Anaheim en Californie, c'est celle qui a été la première qui a été créée en 1955. Oui. Ensuite, la seconde, c'est Orlando à Walt Disney World avec 4 parcs à thème. Et puis tu les as fait tous déjà? Les 4 parcs à thème de Floride, oui. Et puis ensuite, nous avons ouvert un parc à Tokyo. Désormais, nous avons 2 parcs à Tokyo. Okay. Et puis le parc suivant, c'était Disneyland Paris qui a ouvert en 92. Plus près de nous, Hong Kong Disneyland en 2005. Et puis la dernière destination Disney qui a ouvert, c'était Shanghai Disneyland. T'as travaillé toi sur l'ouverture de Hong Kong. De Hong Kong, oui. C'est ce qui me semble. Tout à fait. Ok, bon, on en parlera. On en reparlera. Donc toi, t'as switché ou t'as évolué plutôt vers la fonction RH en 2009. Oui. Donc, tu es un pur produit Disney d'un point de vue RH. Oui, effectivement. Ouais. Oui. Ok, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment un parcours riche comme le tien, qui a évolué sur différentes fonctions, différents environnements, dans une entreprise de cette envergure, comment ça peut être un atout pour un RH, comment on peut leader une politique de formation et de développement dans les contextes qu'on te connaît aujourd'hui avec les enjeux que tu vas nous expliquer aujourd'hui. Volontiers. Ça te va? Ça me va. Bon, allez, je laisse mes petites fiches de présentation. Hop, alors...
Moi, la première question que je vais te poser, c'est, tu vois, si tu devais te pitcher, pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es, si tu devais te pitcher pour un nouveau poste, ça doit te faire bizarre parce que après 34 ans dans la même société, je pense que c'est pas habituel, mais si tu devais te pitcher pour un nouveau poste, toi, comment tu te présenterais? Je dirais une première partie de carrière en opération, à différents postes, dans différents métiers, en management d'hommes et de femmes, management de projets aussi. J'ai eu l'occasion de travailler sur l'ouverture du premier parc en 92, sur l'ouverture du second parc en 2002. Déjà parce que à Paris, c'est 92? Oui. Okay. Et j'ai travaillé, comme tu le disais, à l'ouverture du parc à Hong Kong en 2005. Donc du management d'hommes et de femmes, de projets. Et puis deuxième partie de carrière en RH avec la découverte de différentes fonctions RH. On a une entreprise où on a des fonctions très intégrées avec par exemple la partie prévention des risques professionnels, la santé au travail, etc. Donc c'est ce que j'ai fait pendant quelques années avant de m'occuper de la restauration d'entreprise puisqu'il faut bien nourrir l'ensemble de nos salariés. Combien de salariés? Actuellement, on est à 18 000 salariers en CDI. En France? En France, à Disneyland Paris. Donc un gros enjeu de restauration d'entreprise. Ouais. Je me suis occupé aussi du logement des salariés, puisque comme on recrute en province et partout en Europe, eh bien il faut pouvoir loger nos saisonniers. Donc nous avons tout un inventaire de studios à disposition. Et puis ensuite la formation professionnelle, donc la formation métier. Et maintenant depuis 5 ans, je suis dédié à la partie formation et développement pour tout ce qui touche à l'intégration, les formations réglementaires, les formations fondamentales des métiers, et puis aussi les formations professionnelles continues, puisque nos salariés restent dans l'entreprise, donc il faut les accompagner tout au long de leur carrière. Et puis c'est quoi c'est 10 ans d'ancienneté moyenne. Okay. Voilà. Et puis les formations leadership et management, puisque nous avons évidemment pour faire vivre ces 18 000 personnes, pour les manager, il y a une équipe d'encadrement importante qui a besoin, elle aussi, de développer ses compétences. Qu'est-ce qui fait que les gens restent 10 ans? Tu vois, alors j'imagine que la formation, l'accompagnement, les passerelles qu'il peut y avoir dans un aussi groupe aident, mais j'imagine pas que. Il doit y avoir un peu de culture ou quelque chose d'autre derrière. Alors ce que nous disent nos salariés, parce qu'on a des enquêtes, on fait toutes sortes de choses pour comprendre qu'est-ce qu'ils apprécient. Essentiellement, il y a le produit. C'est plutôt sympa de travailler pour Disney, plus sympa que de produire des bars en acier, même si il faut produire des bars en acier. Donc voilà, mais Disney, il y a quand même un côté produit sympa. Ils apprécient aussi leurs collègues avec beaucoup de diversité. On a plus de 120 nationalités, donc c'est sympa de travailler avec des gens différents, de rencontrer des Italiens, des Espagnols, des Japonais, etc. Ils apprécient leur management de proximité. 80% de nos managers sont issus du terrain, c'est-à-dire qu'ils ont démarré comme salariés en contact direct avec le client. Comme toi. Et donc, oui, on peut le dire. Et donc, ça fait des managers qui connaissent le métier. Donc ça, c'est les choses qu'ils nous disent. Et puis après, il y a les possibilités effectivement de développement, d'évolution. Premier employeur monosite de France. Donc ça veut dire que je peux rentrer en tant que vendeur boutique. Je suis pas forcé de rester toute ma vie dans la même boutique. On en a plusieurs dizaines. Puis si j'ai envie de quitter le monde des boutiques, je peux aussi regarder qu'est-ce qui se passe en restauration, dans les attractions. Puis peut-être que dans mes jeunes années, j'ai fait des études de communication. Il y a aussi un service communication. Donc peut-être qu'un jour il y a un poste et que voilà. Donc ça c'est hyper favorisé chez eux. C'est ce qui oui, très beaucoup. Ouais. Ok. Et alors, est-ce que toi, tu as vu une différence de maintenant, alors que ce soit en termes de génération, d'environnement politique, économique, il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu vois, parce que toi, tu as connu le parc et l'entreprise à différentes étapes d'évolution, tu vois, et avec différents types de populations. Est-ce qu'il y a 20 ans, les personnes restaient pour les mêmes raisons que maintenant? Je pense que, par définition, une entreprise, ça vit. Donc, les premières années, il y avait pas mal de monde qui, comme moi, arrivait en se disant on sait pas bien ce que c'est, on sait pas bien combien de temps on va y rester. Et puis peut-être que maintenant, sûrement, je dirais l'entreprise Disneyland Paris, le produit est bien plus connu. Donc les personnes, on a par exemple davantage de personnes qui sont vraiment attachées au produit. En 91, 92, et des personnes qui n'étaient jamais rentrées dans un parc Disney. Aujourd'hui, beaucoup d'Européens et beaucoup de Français et encore plus des personnes locales sont déjà venues dans les parcs. Donc elles ont déjà une image. Donc elles vont rechercher quelque chose de différent, je pense, des personnes qui nous rejoignaient en 91, 92. Voilà. Après, les générations, on en parle beaucoup en RH en disant les nouvelles générations sont très différentes. Oui, sur certains aspects. Moi, je suis pas hyper d'accord avec mais ça, tu vois. Je suis d'accord que je ne suis pas d'accord non plus. Il y a des choses, on a toujours voulu être bien traité, avoir des consignes précises, avoir une marge de manœuvre. Ça, c'était vrai dans les années 90 et c'est vrai aujourd'hui. Ce qui est différent, c'est, je pense, le rapport à la technologie. C'est-à-dire que les jeunes générations arrivent avec déjà un équipement. Et elles sont habituées au réseau, à la nouvelle technologie. Donc, elles attendent de l'entreprise qu'elles soient à la hauteur. Et tu penses pas qu'on se développait plus, on se définissait plus, je pense à la génération de mes parents ou autres, en tant que professionnel, et du coup, quand tu te présentais,
disait rapidement, bah voilà, moi je suis ça, mon métier c'est ça, etc. Là aujourd'hui, on essaie plus de se développer en tant que personne. Tu vois, c'est peut-être ça les gaps générationnels qu'on peut retrouver. Peut-être, mais enfin les personnes on parlent assez rapidement de leur travail. Ils aiment bien savoir qu'est-ce que l'autre fait aussi. Et pourquoi? Enfin alors ça c'est toute autre question. Et comment sociologiquement on explique, tu vois, que parce qu'on passe sa journée au travail, parce que qu'est-ce qui fait qu'on se définit en tant que personne par son statut? Je suis pas sociologue, mais je pense que ça fait partie. C'est quand même une partie importante de notre monde. Hein. Ouais. Alors après, quand on a des enfants, on commence à parler d'autres choses. On dit voilà, je suis papa. J'ai deux enfants, etc. Vrai. Mais au départ, qu'est-ce que je passe un tiers de ma vie à dormir. C'est pas forcément une fierté. Qu'est-ce que tu fais vie, un tiers déjà de dormir, pour commencer. Par contre, je passe 8 heures, 10 heures par jour au travail. C'est quelque chose. Le travail, c'est quelque chose sur lequel je me suis préparé avec peut-être des études. J'ai fait acte de candidature. J'ai été sélectionné. J'ai un poste qui m'enrichit financièrement, mais aussi intellectuellement, dans lequel je peux me développer. C'est aussi les rapports sociaux. On rencontre du monde au travail, donc je pense que ça nous définit bien. Toi, tu pourras, enfin, c'est complètement hors propos, mais tu pourras arrêter de travailler. J'ai souvent cette discussion, tu vois, avec mes parents, avec mon père, ma belle-mère, par exemple. S'ils gagnaient l'euro-million, je suis pas sûr qu'ils arrêteraient de travailler, tu vois. Alors, je joue pas à l'euro-million, donc je ne sais pas, je me suis pas encore projeté. Imagine, mais t'es chez Disney, tu tombes sur un gros lingot d'or, ça te rend, te rend très riche à vie. Est-ce que tu continues à bosser? Je sais pas. Enfin, moi, j'aurais du mal à pas avoir d'activité intellectuelle, relationnelle, etc. Il y a pas que par le travail. Ouais, exactement. Donc, après, il y a des personnes qui font des carrières associatives, pas politiques, etc. Donc, il y a manière de continuer à se développer, à rencontrer du monde, à faire des choses intéressantes, à avoir du challenge en dehors du travail. Mais le travail, c'est un lieu où il y a tout ça, donc moi j'ai l'impression que les gens, tu sais, quand tu dis ton travail, tu le dis parce que mais j'ai l'impression que ça intéresse pas l'autre. Moi j'ai l'impression que quand je dis quand on me demande ce que je fais, etc. Moi ça m'a un peu chier d'en parler, et puis surtout j'ai l'impression que ça intéresse pas les gens, quoi. Que juste un titre, ok, on met la case, c'est bon, je sais ce que tu fais, on peut parler d'autre chose maintenant, tu vois. Ouais. Bon, c'était avec toutes les images d'Épinal qui sont là. C'est quoi les images d'Épinal? C'est-à-dire que si on dit je suis directeur financier, l'autre ne va pas réagir de la même manière que si on dit je suis vendeur dans une boutique. Il faudrait faire des tests comme ça. Ouais. Toi, tu t'étais dit quand t'es rentré chez Disney, c'est une entreprise d'une vie, ou t'es quelqu'un de base qui a cet attachement profond à l'entreprise, et tu t'étais dit dès le début que tu serais resté longtemps, ou c'est l'opportunité qui a fait que? Absolument pas. J'ai eu un poste de CDI, de cadre en CDI, mais mon plan de carrière c'était de faire l'ouverture et après d'aller dans une entreprise d'hôtellerie et de tourisme reconnue comme Accor, Sheraton et autres. Et puis je suis resté chez Disney. Qu'est-ce qui a fait que je suis resté alors que c'était pas dans mon plan? Parce que j'ai eu l'occasion de découvrir, d'avoir des nouveaux challenges, des opportunités professionnelles, de me développer et tout au long de ma carrière. Donc ça m'a nourri. Et puis ça regroupe un peu l'hôtellerie. Et je vois le sens du service, la personnalisation, le rêve. Moi, les hôtels, j'adore ça. Par exemple, j'ai très peu de trucs matériels que j'aime bien, mais vivre une expérience, ça m'excite. Un bel hôtel, par exemple, c'est le cas. Les Disney, je pense que c'est ça que tu retrouves aussi, quoi. Oui, exactement. Ouais. On parle de personnalisation. Quand on a préparé le podcast, tu m'as parlé de management personnalisé, justement, chez Disney. Ça prend quelle forme? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le manager, le leader en général, il a une équipe, il doit avoir une gestion collective, ne serait-ce que pour des raisons d'efficacité de service, d'équité. Et en même temps, il peut pas seulement se dire je manage 10 personnes. Il doit se dire je manage 10 individus qui ont chacun leurs ambitions, leurs rêves, leurs frustrations, leurs coups de mou, leur joie du moment. Et c'est là exactement. Et c'est quelque chose. Moi, je sais que quand j'étais jeune manager, je me disais je manage une équipe, donc finalement tout le monde doit être pareil. Mais assez vite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout viable. Il y a des êtres humains qui ont leur vie, leurs difficultés, leurs rêves, leurs ambitions, qui en plus changent avec le temps. Donc le management, pour moi, un management de proximité qui fonctionne bien, c'est un management qui est, je dirais, bien organisé pour que le collectif fonctionne, avec le maximum d'équité, et une attention particulière, connaître ses collaborateurs pour savoir que Jérémy, actuellement, il va plutôt bien, et puis il a en ligne de mire ses vacances à la fin du mois, voilà, et je sais où en est Jérémy. Et puis peut-être que Nina, je sais que elle a peut-être un coup de blues ces derniers temps, et donc je vais peut-être regarder davantage au niveau de sa charge de travail, voilà. C'est ça le management individualisé. Quand on réfléchit de fond, c'est du bon sens finalement, d'intérêt de l'autre, s'intéresser à l'autre, savoir comment l'autre a envie de grandir, quels sont ses points de friction en ce moment. C'est ni plus ni moins que de l'intérêt à l'autre. Oui, dans un premier temps, il faut s'intéresser à l'autre. Et est-ce que ça ne marche uniquement si ça se fait dans un cadre? C'est-à-dire que on peut avoir une attention à chacun, on peut avoir de la personnalisation,
Mais si on en a trop et que les règles deviennent discordantes et qu'on a des collaborateurs qui ont des avantages, d'autres moins, ou qui ont le sentiment que d'autres ont des avantages moins, comment on gère ça? Tu vois, comment on gère l'ultra personnalisation tout en gardant un cadre et des règles? C'est là où les politiques RH peuvent avoir une vraie valeur ajoutée. Ouais. C'est que la politique, c'est le cadre. Et après, on adapte les choses pour que ça colle le mieux possible et que quand on fait un écart par rapport à une politique, à un process, qu'on le conscientise, qu'on se dise j'accepte de faire cet écart parce que là, il y a un effort à faire, parce que ça vaut la peine pour le collaborateur ici et maintenant. Ok, c'est intéressant. Toi, tu sens qu'il y a eu un impact Bruno sur ton poste, c'est-à-dire que là, tu me parles d'attention à l'autre, tu me parles de personnalisation, ça vient aussi d'un humain, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable, alors on peut être formé pour, mais il y a quelque chose de plus profond quand tu t'intéresses à l'autre, quand tu as ce réflexe, tu vois, d'accompagner, de personnaliser. Est-ce que c'est toi qui as eu un impact? Est-ce que c'est les valeurs Disney qui sont comme ça? Les valeurs Disney sont comme ça, oui. Ouais. On attache beaucoup d'importance aux collaborateurs. Après, il y a aussi ma personnalité, il y a aussi comment je l'ai travailler cette personnalité, puisque j'étais pas comme ça à 20 ans, hein, voilà. Donc on apprend aussi de nos erreurs, voilà. Disney te laisse la place Disney laisse la place et la possibilité de donner de soi, d'être soi, tu vois, est-ce que c'est toujours la difficulté, je trouve, quand on est RH, entre une politique d'entreprise et des convictions personnelles, là où est-ce que ça se confronte ou confronte pas? Toi, comment tu le vis, ça? Je pense qu'il faut quand même être d'accord avec les valeurs de l'entreprise. J'aurais du mal à vivre dans une entreprise qui respecterait pas mes valeurs. Et après, oui, c'est une des conditions à la fois par rapport à l'entreprise, mais même par rapport au poste. Je sais quels sont les types de postes et les types de relations que je cherche. À mon âge, c'est normal que je sache ce que je cherche au travail. 38, 39 ans? Oui, presque. Ouais, c'est ça. De carrière. Non, je rigole. On n'a pas fait les mots... Si? J'attendais que... T'attendais, ouais, parce qu'il me semble, là, comme ça, j'avais entendu un... Vous avez dit Rennes, vous avez dit Parc. Ah oui, donc il y en a plusieurs, quoi. Il y en a 2 déjà qui sont partis. Bon, alors du coup, Bruno... Mot interdit? Tu me déstabilises à me regarder comme ça quand je dis mot interdit. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Un mot interdit, oui, je sais. Oui, ça c'est bon. Voilà, mais après, je sais pas quel mot interdit. La conséquence, visiblement, il y a eu Rennes et Parc. Ouais, t'es dur avec Parc. Hein. Ouais. Parc, il est très dur. Hein. Ça, c'est vraiment, tu veux que ça buzz, quoi. C'est du piège, là. Bon, un piège, ça emmène un jeu. Tiens, Soit. Allez, tu vas choisir le jeu que tu préfères. Celui-ci. Il s'appelle le jeu tu préfères, justement. Très fort. C'est le jeu de tu préfères. Tu préfères ça ou tu préfères ça. C'est un jeu plutôt concis. Si tu as besoin d'argumenter parce que tu sens que ta réponse est un peu tranchée et que tu préfères qu'elle soit un peu plus souple, t'hésites surtout pas. Mais c'est le jeu de tu préfères, quoi. Tu joues à ce jeu hors... Non. Non, moi j'y joue tout le temps avec mes potes. C'est pour ça que je le fais. Tu préfères être un bon manager mais un mauvais DRH ou un mauvais manager mais un bon DRH? Je préférerais être un bon manager. Et un mauvais DRH? Oui. Je t'ai fait dire la truc en entier quand même. Tu préfères travailler avec un CEO qui est charismatique mais qui est ingérable ou un CEO ultra rationnel mais sans vision? Là, c'est une question complexe parce que c'est pas exactement l'inverse. Je pense pas qu'un vrai charismatique puisse être ingérable. Voilà. Mais tu penses que quelqu'un de charismatique a forcément une partie qui peut se gérer? Ah oui, les gens charismatiques doivent être gérables. Et tu peux... Sinon, c'est pas des charismatiques, c'est des personnalités parfois compliquées, difficiles, toxiques. Ouais. Mais pour moi, c'est pas des charismatiques. Ok. Voilà. Non, mais alors ça, moi, si tu me rebutes ma question et que tu le fais bien, moi, je renvoie ma question. Il y a pas de problème. Voilà. Mais bravo. après, pour compléter, je pense que un CEO doit avoir une vision. C'est important, ne serait-ce que pour que l'ensemble des collaborateurs qui font partie de l'organisation comprennent où on va. De manière parfois conceptuelle, c'est pas forcément très détaillé, mais il faut qu'il y ait une vision. Et après, si en plus le CEO peut avoir un peu de charisme, c'est encore mieux. Mais la vision avant tout. Oui, la vision avant tout. Ok, celle d'après, tu vas me la retoquer. Je le vois parce qu'elles sont pas exactement... Je le vois maintenant que ce que tu m'as dit avant, donc je vais la passer. Tu préfères vivre dans un monde sans émotion ou dans un monde sans logique? Alors, je suis plutôt de principe rationnel, donc je dirais que je préférerais vivre dans un monde sans émotion avec de la logique. Mais j'adore les émotions quand même. Tu travailles chez Disney. Oui. T'es obligé de les aimer un peu. Et tu préfères un travail que tu adores mais mal payé, t'as compris la suite, ou un job que tu détestes mais avec un revenu énorme? Un travail que j'adore avec mal payé. Ouais? Oui. Ok. Est-ce que tu crois que c'est plus facile de dire ça quand on gagne de l'argent ou pas? Oui. Ouais. Bon, voilà. Clairement. Il y a un moment donné où quand la logistique de base est gérée, on n'est pas forcément allé vouloir gagner plus. On veut avoir un travail intéressant, des conditions de travail plaisantes, des collègues enrichissants, etc. Tu préfères avoir une équipe brillante mais ingérable, toujours notre équipe, ou une équipe moyenne mais ultra disciplinée? Alors moi, j'ai la chance d'avoir travaillé avec beaucoup d'équipes brillantes, parfois difficilement gérables,
mais on y arrive quand même. Comment on y arrive? On y arrive parce que si l'équipe est brillante, en déléguant, en leur donnant de l'autonomie et puis en cadrant ce qui mérite d'être cadré. Ok. Ça se fait parce que toi, t'as été formé au management, au feedback, etc. Ou tu penses qu'on est né pour être manager? Enfin, tu m'as compris, quoi. Ouais, je pense pas que ça passe par l'ADN. Moi, je pense que c'est d'abord notre éducation et puis après les expériences de vie et ce qu'on en retire. Ok. Donc, il n'y a pas de moi profond. C'est ton environnement, les surcouches qui vont arriver derrière, etc. Moi, je crois, il y a un truc, on n'en a pas beaucoup parlé ici dans le podcast. J'aime bien que tu aies ouvert la porte. C'est l'éducation. Et je trouve que tout est lié à l'éducation que tu as eue, familiale, je parle vraiment, tu vois, de comment tu as été élevé, les valeurs qu'on t'a inculquées. Et j'ai l'impression que tout part de ça, mais pas que par. J'ai l'impression que tout est lié à ça toute ta vie. C'est ce que disent les psychiatres, les psychanalystes, etc. Ça forge notre personnalité. Ouais. Alors après, il y a moyen de travailler certains aspects, d'aller outre en vivant des expériences, en testant des nouvelles choses, en tirant des enseignements. Et voilà, c'est comme ça qu'on évolue. Mais effectivement, une grande part de notre personnalité, c'est ce que disait le psychiatre, elle se joue dans les toutes premières années de notre vie. Ouais, pour ça qu'il faut faire attention avec nos enfants. Tout à fait. Voilà. Bon, alors celle-là, j'imagine que je sais à peu près ce que tu vas répondre, mais tu préfères avoir un budget illimité pour le recrutement ou un budget illimité pour la formation? Je pense pour la formation. Parce que si j'avais un budget illimité pour le recrutement, ça laisserait penser que finalement, ce qui est important, c'est d'acquérir des nouveaux arrivants. Et puis peu importe s'ils restent, finalement, on va pouvoir en recruter. Alors que la formation, on construit quelque chose, on bâtit sur l'humain. Ça fait combien de temps que tu es sur ce poste? 5 ans maintenant. 5 ans. Ok. Alors, j'en ai une dernière. Tu préfères vivre... Mais non, parce que celle-là, elle est ratée, celle-là. Je me rappelle, je me suis fait retoquer la dernière fois. Mais je vais la refaire bien. Tu préfères vivre dans un monde sans douleur ou sans plaisir? C'était là. Et on m'a répondu, évidemment, je préfère vivre dans un monde sans douleur. C'est quoi cette question? Oui, merci. Merci de la question. Voilà. Merci d'avoir joué le jeu. Si on reprend un peu, alors on va repartir du sujet et reparler de toi et de l'organisation. Sur la partie learning, formation, est-ce que toi, tu as un exemple de quelque chose que Disney fait différemment et dont vous êtes fier? Alors, on a beaucoup d'exemples. Moi, j'ai plusieurs fiertés particulières dans les dernières années. Un programme qu'on a monté à destination de certains de nos salariés qui ont des problèmes de lecture-écriture. Souvent issus de l'immigration, souvent sans avoir malheureusement pu aller à l'école. Okay. Et donc, c'est des salariés qui occupent des métiers comme des métiers dans la propreté, des plongeurs, des gens dans les métiers comme l'horticulture. Et donc, on a imaginé tout un programme pour pouvoir identifier ces salariés, les approcher, leur proposer un programme de formation sur plusieurs semaines pour qu'ils apprennent à lire et à écrire. Et je suis particulièrement fier de ce programme parce qu'on parle beaucoup de diversité dans les entreprises en disant mais il faut que tout le monde soit bienvenu, tout le monde puisse s'accomplir. Et ces personnes-là, souvent elles sont finalement bloquées dans un poste. Elles ont des conditions de vie compliquées parce que quand on sait pas lire et écrire dans la vie aujourd'hui qui est très moderne, puis on a aussi des modules sur la partie digitale, comment on utilise une tablette, comment est-ce qu'on s'inscrit sur un site internet, etc. Et la fierté de ce programme, c'est aussi de pouvoir à la fois changer la vie professionnelle de ces personnes, puisque dès lors qu'elles savent lire et écrire, elles vont pouvoir accéder à d'autres postes. Et ça leur change aussi leur vie personnelle. Oui, c'est-à-dire que c'est pas uniquement pour l'entreprise, c'est que du coup, quand elles retournent dans leur vie personnelle, eh bien, elles vont pouvoir être autonomes, elles n'ont plus besoin de demander à leur fils ou à leur fille de les aider pour remplir un formulaire, etc. Donc ça, c'est un programme dont on est très fier. Ok. Donc ça, c'est le numéro 1. T'as d'autres exemples? Oui, un programme qu'on a mis en place pour la réouverture du Disneyland Hotel, qui a réouvert il y a 1 an. C'est quoi le Disneyland Hotel? C'est un de nos hôtels, voilà, qui est à l'entrée du parc et qui est un de nos hôtels haut de gamme. Et donc cet hôtel a été complètement rénové, repensé, réhabilité. Et on avait un enjeu, c'est plusieurs centaines de collaborateurs devaient intégrer l'hôtel ou réintégrer l'hôtel. Et en même temps, le chantier continuait, donc il était hors de question de leur faire découvrir l'hôtel qui était encore en chantier. Et on avait un enjeu de leur faire découvrir l'hôtel, les histoires de l'hôtel, de manière donc pour plusieurs centaines de collaborateurs avant la réouverture. Donc on a pensé une formation sous forme de serious game en équipe et pour leur faire vivre l'immersion dans l'hôtel, on a équipé une salle de projection à 360 degrés, projection sur les murs. Et donc au fur et à mesure qu'ils avançaient dans le jeu, ils avançaient dans l'hôtel, ils découvraient le design, les décors de l'hôtel comme s'ils entraient dans la chambre, comme s'ils entraient dans la suite, comme s'ils entraient dans le restaurant de l'hôtel, ils voyaient ces décors autour d'eux s'animer. Ok.
Ouais, chouette. Voilà. Donc c'est à la fois le côté ludique et puis le côté utilisation de nouvelles technologies au service de la formation. Donc il y a une vraie magie autour de Disney. Enfin, c'est le mot, je pense, qui définit le mieux le parc. Comment ça se traduit au quotidien pour tous les employés? Alors effectivement, la mission de l'ensemble des collaborateurs de Disneyland Paris, c'est de proposer des expériences magiques, immersives, qui créent des souvenirs qui durent toute une vie. Donc ça, c'est la mission qu'on a par rapport à nos clients. Mais le travail, c'est un travail réel, c'est pas un travail magique au quotidien. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que il y ait des petites touches de magie? D'abord, c'est tout le programme d'intégration. L'intégration chez Disney, c'est des programmes qui sont très structurés, très soignés. On y est très attentif pour que le nouveau collaborateur ne soit pas tout de suite mis sur le terrain à faire son travail. Il faut qu'il découvre l'histoire de l'entreprise, l'histoire de Disneyland Paris. Comment est-ce qu'on crée la magie, effectivement? Donc, l'intégration, l'arrivée dans l'équipe, les formations initiales, tout le programme d'accompagnement, des conditions de travail sur lesquelles on travaille beaucoup, parce que effectivement, Marne-la-Vallée, il fait pas beau tous les jours, donc comment est-ce qu'on fait pour protéger nos salariés, ne serait-ce que des intempéries, comment est-ce qu'on améliore les conditions de travail pour que l'expérience collaborateur soit pas forcément magique tous les jours, mais la meilleure possible. Et puis on rajoute des touches de magie avec des programmes de reconnaissance. On a beaucoup d'actions de reconnaissance pour reconnaître les efforts, la performance des collaborateurs, l'ancienneté, et on peut le faire de manière un peu magique parce qu'on a la capacité de privatiser les parcs pour une soirée, et puis beaucoup de célébrations. Quand il y a un nouveau film Disney qui sort, on va organiser des projections privées ouvertes à nos salariés pour qu'ils soient le plus connectés possible avec le produit. Ok. Alors en parlant de produit, c'est pas pénalisant un peu de te dire que t'es dans un produit que tu vois tous les jours? Enfin, comment t'arrives à couper et à pas te dire Disney c'est matin, midi, soir, nuit pour moi, j'y travaille, je le vois, je regarde, enfin tu vois, comment tu fais? Et est-ce que tu fais d'ailleurs, est-ce que t'y arrives? Ah oui, complètement. Ouais. Oui, j'arrive à bien discerner les choses. Je sais quand je suis au travail. Tu regardes La Reine des Neiges tous les soirs? Non, pas tous les soirs. Voilà. Alors j'ai la chance d'avoir Disney+, donc je regarde de temps en temps des séries Disney, mais Disney+, il y a du Disney, il y a du Marvel, il y a des très belles séries. Et puis je m'autorise complètement à aller faire plein de choses non Disney. Quand je vais dans une forêt, je pense pas à Disney, je pense au moment que je passe dans la nature. Quand je vais, je sais pas, au bord de la mer, je suis pas chez Disney, je suis au bord de la mer, je profite avec mes proches, voilà. Parce que je pense que alors là je comprends ce que tu me dis. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont moins d'expérience, tu vois, qui ont peut-être de base un attachement très fort au produit aussi parce qu'ils ont grandi avec. Je sais pas si toi t'as grandi directement avec Disney. On a tous grandi un peu avec Disney, mais voilà. Après, effectivement, on peut avoir des personnes qui sont encore plus attachées au produit, qui vont, je sais pas, avoir une garde-robe avec beaucoup d'articles Disney, etc. Mais l'idée, c'est que il y a un travail et puis il y a une vie normale, sociale, avec des amis. Tous mes amis, j'ai beaucoup d'amis qui sont d'anciens collègues, etc. Mais j'ai aussi des amis qui n'ont jamais travaillé chez Disney, qui travailleront jamais chez Disney. C'est des amis quand même. Oui, quand même. C'est des bons amis en plus. C'est très étonnant. Ouais. Et ok, alors toi, ça fait du coup 5 ans que tu m'as dit que tu es sur ton poste de learning. Tu as une étape prévue après. Qu'est-ce que tu peux encore faire chez Disney, puisqu'il y a énormément de carrières passes possibles et qu'il y a énormément de chemins chez Disney? Qu'est-ce que tu pourrais encore faire, toi, chez Disney? Je pourrais faire d'autres choses en RH, par exemple. Ou pas en RH? Ou pas en RH. Voilà, j'ai travaillé en opération, je pourrais y retourner. Tu l'imagines, ça? Pourquoi pas? Ouais. Oui. C'est l'avantage d'être dans une grande boîte où on peut bosser, on peut avoir des passerelles intermétier ou changer de métier. Tu peux être figurant sur la parade un jour si t'as envie. C'est le genre de... Alors, pour être figurant sur la parade, après, il faut avoir quand même quelques talents. Par exemple, des talents artistiques, voilà. Et toi, non? Je suis pas un grand danseur. Je suis pas sûr que je serais le premier sélectionné pour la parade. Bon, en tout cas, je t'ai fait dire parade. Donc ça, c'est quand même le... C'était juste pour ça. Merci. Je me rappelais de Donc les mots interdits, c'est Jérémy qui doit pas les dire ou c'est moi qui dois pas les dire? En théorie, c'est toi, mais c'est vrai que tu l'as dit et il l'a dit. D'accord. Non, je t'ai fait un piège. Oui. Non, c'est moche. Honnêtement, c'est pas beau ce que j'ai fait, c'est pas fair play. Non, d'autant qu'on me dit il faut reformuler les questions, donc ça me permet. Voilà. Non, c'est pas mais c'est fair bien, play. ça appelle un petit jeu. C'était le but. Et j'adore jouer. Je sais, c'est pour ça. C'est le format pour ou contre. C'est un peu noir ou blanc, mais t'es pour ou contre la semaine de 4 jours? Je suis pour. Pour le retour obligatoire au bureau, 5 jours sur 5? Non, je suis contre. Vous avez une politique de télétravail? Bien sûr. Ouais. T'es pour ou contre une entreprise sans hiérarchie, organisation totalement libérée? Je dirais que je suis contre. Pour la fin du CDI, tout le monde en freelance? Non, je suis contre aussi. Est-ce que t'es pour ou contre le droit à la déconnexion qui empêche d'avoir des mails après 18h? Je suis pour. Est-ce que tu es pour le travailler moins mais mieux, plafonner la semaine à 32 heures sans perte de salaire? Ah, je serais pour, oui, ça serait bien. Est-ce que t'es pour ou contre les tests de personnalité comme critère de recrutement? Comme critère de recrutement, non. Je pense que ça peut être des bonnes aides de jeu.
Ouais. Voilà, ça peut pas être que ça. Nous, on s'en est jamais servi pour définir si oui ou non on prenait quelqu'un. On peut définir des matchs, de l'onboarding, enfin faciliter un onboarding, un plan de développement, etc. Mais je trouve que je suis comme toi pour prise de décision unique. Je trouve ça trop biaisé. Pour ou contre les quotas obligatoires pour la diversité en entreprise? Je suis contre. Les quotas, voilà. Pour moi, il faut des gens de la diversité, oui, mais après, il faut de la compétence, il faut de la motivation. Si on commence à parler de quotas, ça peut amener des décisions qui n'amènent pas des gens compétents et motivés. C'est dommage. Je suis d'accord. Un congé menstruel payé pour les femmes, pour ou contre? Oui, je suis plutôt pour. Un congé paternité aussi long que le congé maternité, pour ou contre? Moi, j'ai mes enfants il y a longtemps, mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est marrant parce qu'on a discuté sur le dernier podcast et moi je suis parti en disant moi je suis quand même contre parce que je trouve que j'ai pas porté un enfant pendant 9 mois, je sais pas. Puis ensuite en alimentant ma réflexion, je me suis rendu compte qu'en fait le fait d'être là un mois de plus, je le fais pas pour moi quoi, je le fais en fait pour la personne qui est avec moi et le fait d'être plus là, ça lui enlève de la charge mentale, etc. Donc je suis devenu pour à la fin de ma réflexion que j'ai fait tout seul, ce qui m'arrive souvent. Pour ou contre des salaires transparents dans toute l'entreprise? Non, je suis contre. Je pense que la politique de rémunération doit être la plus transparente possible. Après, que tout le monde affiche son salaire sur son badge d'entreprise, non, je vois pas l'intérêt. Ce que nous disait le DRH, on a fait un podcast avec Jean-Claude Legrand, qui est chez le DRH, enfin DGRH de L'Oréal, il nous disait, pour moi, ça rendrait les gens malheureux d'avoir des salaires affichés, etc. Et il y a des trucs qu'on comprendrait pas, qui seraient pas logiques pour les gens, ça rendrait malheureux. Voilà. Pour ou contre, dernière question, licenciement collectif annoncé par mail? Contre. C'était pour la petite blague. Évidemment. Voilà. Qu'est-ce que tu donnerais, tu vois, si tu devais quitter ton poste, enfin pas quitter ou changer ou avoir une évolution, parce que vous faites très bien chez Disney. Quel conseil tu donnerais à la personne qui sera amenée à te remplacer? Je pense que je lui donnerais 2 conseils principaux. Le premier, c'est de se connecter au business. En tant que DRH, on a beaucoup de veille, on sait ce qui se passe dans les nouvelles réglementations, on imagine ce qui va se passer en termes d'attente sociétale, et il faut vraiment qu'on soit tout ça, mais aussi qu'on soit très connecté avec le business. Alors c'est un des avantages que j'ai, c'est que venant des opérations, je connais, alors même si ça évolue, mais je connais bien les opérations, je connais bien mes collègues en opération, et donc quand je réfléchis à un programme de formation et de développement, je me dis est-ce que ça va passer bien au niveau du contexte opérationnel, des enjeux opérationnels en termes de comment est-ce qu'on peut bien passer le message à cette population. Et donc ça, c'est un premier conseil. Et puis le deuxième, alors ça c'est très propre à mon équipe, c'est que j'ai la chance d'avoir une équipe d'experts qui sont très innovants, donc c'est de leur donner un maximum d'autonomie. Et ça parce que ce sont des experts innovants ou c'est oui, complètement. Oui. Alors pourquoi? Parce que ce sont des experts innovants, ils doivent avoir besoin d'autonomie. Parce que ils sont capables de bien faire sans avoir besoin qu'on leur dise quoi faire. Ouais, okay. Et donc, si on est trop dans la prescription, en disant je vais leur expliquer comment travailler, quoi faire, on risque d'avoir des personnes frustrées et qui innoveront moins. Donc, voilà, mais ça c'est l'état de l'équipe aujourd'hui. Ok. Donc, de l'autonomie, de l'indépendance. Bon, toi qui es joueur, le buzzer est à toi. Si tu as envie de l'utiliser, de me poser n'importe quelle question, je serais ravi d'y répondre. Pro, perso, ce que tu veux. Moi, j'ai pas trop de limites. Si t'as envie, pas du tout une obligation. Alors, quelle est la question que tu aurais eu envie de me poser et que tu ne m'as pas posée? Quelle est la question que j'aurais eu envie de te poser? Moi, j'aurais aimé que tu nous parles plus de ta passion que t'as dans la vie de tous les jours. Alors, je vais te la poser autrement, mais quelle est ta passion dans la vie de tous les jours? Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le spectacle vivant. Voilà, c'est ça. J'adore voir des performeurs sur scène. Alors ça peut être je parlais pas de ça, moi, mais vas-y. Ça peut être un petit spectacle d'impro, ça peut être un concert symphonique. J'aime voir des artistes sur scène. C'est vrai? Oui. Il se passe pas un mois sans que je n'aille voir un spectacle. Soit un concert, soit Voilà, exactement. Ah, ok. Ah, il y a 2 trucs. Moi, on pensait faire une soirée, ils l'ont fait. Il y a une soirée stand-up RH, qui va voir le jour, là, au Grand Rex. Très bien. Que des RH qui viennent, faire des blagues sur scène. Nina fait ça. Hein, je peux donner des noms. Tu peux donner des noms? Nina fait ça. Ah oui, ça je sais. Et moi j'ai fait pas mal de scènes parce que j'ai fait du rap pendant 20 ans, donc je montais, etc. Non, mais t'as une autre passion Nina, aide-moi. Des murder parties. Ouais. Oui, alors j'aime bien aussi écrire des scénarios de jeux. Ah voilà. Voilà. Donc il y a des. Mais ça, il y a un gros lien avec Disney quand même, le jeu, la fantaisie, écrire des choses. Oui, effectivement. Ça vient de là ou c'était déjà Non, c'était je faisais ça avant Disney. Okay. Donc voilà, concevoir des scénarios pour des amis, pour leur faire vivre des aventures. Ah, c'est trop cool ça. Faire un Cluedo grandeur nature. Voilà. On va se parler du coup pour Jumi pour faire un séminaire ou un truc comme ça. Un Cluedo grandeur nature ou une murder party. Ça peut être très cool. Pourquoi pas?
Bon, trop cool. Est-ce que tu as une question que du coup je te repose un peu le truc, mais est-ce que tu aurais aimé que je te pose une question? Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder qu'on n'a pas abordé aujourd'hui? On a abordé beaucoup de sujets. 1 heure, ça passe vite, hein. Ça fait 1 heure quasiment. Ouais. Non, c'est bon pour moi. Non, c'est bon pour toi. Bah écoute, merci beaucoup Bruno d'avoir pris le temps. Avec grand plaisir, Jérémy. Merci pour ta gentillesse parce que on te le dit aussi avec Nina, t'es là souvent quand on te demande un avis, quand on a besoin de toi, quand tu dois venir sur un déjeuner, un événement, tu réponds toujours présent. Donc c'est toujours avec plaisir. Ouais, non mais merci pour ça, pour le Merci. À bientôt. Merci Jérémy. À bientôt.